Réunion ce vendredi du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Issoufou Mahamadou. Le Conseil s'est penché sur plusieurs points inscrits à son ordre du jour. Présentation des vœux du nouvel an des forces de défense et de sécurité au président de la République, c'est cet après-midi au Palais de la Présidence. La rétrospective des événements ayant marqué l'année 2013, vous suivrez ce soir le volet politique. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour vendredi 3 janvier 2014 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Moussa Yahya. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs CNMAEP. Mise en place en 2003 dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP est un instrument d'auto-évaluation auquel adhèrent librement et volontairement les États membres de l'Union africaine UA. Il vise à promouvoir la stabilité politique, la croissance économique, le développement durable et l'intégration économique. En effet, c'est en juillet 2002 que le NEPAD a été renforcé d'une déclaration sur la démocratie, la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises. Au terme de cette déclaration, les États participants au NEPAD déclarent leur attachement à un gouvernement juste, honnête, transparent, responsable et participatif et en la probité dans la vie publique. Cette déclaration engage également les États participants à mettre en place un mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP chargé de promouvoir l'adhésion à ces engagements et leur réalisation. À ce jour, 39 pays ont signé l'acte d'adhésion au MAEP. Le Niger a adhéré au MAEP en juillet 2012 lors du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie. L'adhésion au mécanisme implique pour les États membres la création d'une structure nationale ad hoc pour gérer le processus du MAEP. Le présent projet de décret vise à créer la Commission nationale de mise en œuvre du MAEP, organe consultatif placé sous l'autorité du ministre directeur de cabinet du président de la République. Par l'adoption de ce texte, le Niger vient concrétiser un engagement important du président de la République, celui de promouvoir la bonne gouvernance en se dotant d'un cadre institutionnel inclusif et participatif lui permettant de démarrer effectivement l'exercice déterminant d'auto-évaluation de sa gouvernance. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance numéro 7839 du 28 décembre 1978 portant création de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA. À la date de sa création, les objectifs assignés à l'ONAHA étaient entre autres d'assurer la réalisation des aménagements hydro-agricoles pour le compte de l'État et des collectivités territoriales, assurer le fonctionnement, la gestion, l'entretien des aménagements hydro-agricoles et l'encadrement des paysans, conduire des opérations de vulgarisation, de recherche agronomique et de développement agricole en liaison avec l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, l'INRA, et dresser et tenir à jour l'inventaire des aménagements hydro-agricoles. Ainsi, pour accroître de manière durable la production et sécuriser les investissements, il revient à l'ONAHA, dans le cadre de sa mission d'appui conseil, d'apporter l'assistance requise dans les domaines de la gestion financière des coopératives, de l'approvisionnement en intrants agricoles, l'entretien des réseaux d'irrigation et de drainage, du renforcement du système de protection des périmètres, digues, drains, collatures, etc. et l'amélioration du système de captage d'eau, curage de chénal, d'amener d'eau, l'acquisition de machinerie, l'entretien des stations de pompage et la gestion de l'eau. Par ailleurs, l'ONAHA doit également être à même de répondre aux nouveaux besoins qui résultent des grands programmes d'aménagement comme Kandaji, 45 000 hectares, en étant partie prenante dans le cadre du partenariat public-privé et doit aussi étendre ses activités d'appui conseil au groupement de producteurs sur les périmètres irrigués villageois
PIV et les périmètres irrigués privés PIP à leur demande. Enfin, l'ONAHA doit contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N. C'est pourquoi la présente ordonnance est adoptée pour permettre à l'Office de jouer pleinement son rôle de gestion durable des aménagements. Ce projet d'ordonnance a été adopté après avis de la Cour constitutionnelle en date du 31 décembre 2013. Il entre dans le cadre de la loi numéro 2013-33 du 16 décembre 2013 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Abarsi Transport Niger Sarl pour l'acquisition de 300 camions tracteurs plus remorques à l'état neuf. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Abarsi Transport Niger Sarl. La société Abarsi Transport Niger Sarl est une société à responsabilité limitée avec un capital de 4 milliards 500 millions de francs CFA et dont le siège social est à Niamey, en République du Niger, qui a pour objet le transport routier des personnes et des marchandises. L'agrément au Code des investissements lui permet d'acquérir en hors taxe 300 camions, tracteurs plus remorques à l'état neuf. Elle s'engage, entre autres, à créer 685 emplois permanents pour un investissement total de 5 milliards 442 millions 759 511 francs CFA. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après, projet de décret fixant les conditions, les qualifications et les compétences requises pour être habilité à assurer des prestations en matière d'assistance juridique. L'article 3 de la loi 2011-42 du 14 décembre 2011 fixant les règles applicables à l'assistance juridique et judiciaire et créant un établissement à caractère administratif dénommé Agence nationale de l'assistance juridique et judiciaire définit l'assistance juridique comme un ensemble de prestations destinées à améliorer la compréhension du droit, de la justice et des institutions, à prévenir les conflits et à favoriser les règlements des différends. En effet, la sensibilisation des populations sur le droit et la justice, l'information générale sur les droits et les obligations, l'orientation vers les instances et les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits, la consultation juridique, l'assistance à la rédaction d'actes juridiques et l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit sont les composantes de l'assistance juridique. L'exercice de telles activités ou prestations doit obéir à des critères de qualification et de compétence. Le présent projet de décret vise ainsi à déterminer les conditions, les qualifications et les compétences requises pour être habilité à assurer des prestations en matière d'assistance juridique. De telles prestations sont prévues pour être assurées dans les bureaux d'accueil des juridictions ou en tout autre lieu à l'occasion des audiences foraines. Projet de décret fixant les critères et les modalités de la preuve de l'indigence pour bénéficier de l'assistance judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi 2011-42 du 14 décembre 2011 fixant les règles applicables à l'assistance juridique et judiciaire, un décret détermine les modalités de la preuve de l'indigence pour bénéficier de l'assistance judiciaire. Ainsi, le présent projet de décret est adopté pour déterminer les critères d'éligibilité au statut d'indigent en rappelant que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à toute personne physique vivant sur le territoire de la République du Niger, qu'elle soit nigérienne ou étrangère. Au titre du ministère de la Défense nationale, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant le décret 2011-013/PCSRD MDN MEF du 6 janvier 2011 fixant la valeur du point indiciaire applicable à la solde des militaires des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale. Le présent projet de décret intervient pour harmoniser la valeur du point indiciaire applicable à la solde des militaires des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale avec celle des autres forces de défense et de sécurité avec lesquelles ils ont sensiblement la même grille indiciaire. Au regard des sacrifices consentis par les militaires des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale dans l'exercice de leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire et de protection des personnes et des biens, l'adoption de ces dispositions permet d'améliorer les conditions de vie du soldat et de renforcer davantage son moral. La valeur du point indiciaire sera ainsi relevée de 3 500 francs CFA à 4 180 francs CFA.
Mesures nominatives. Le Conseil a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Équipement, M. Jibo Souley, directeur administratif, matricule 60 042, est nommé directeur des ressources humaines en remplacement de M. Jibril Laboukari, admis à faire valoir ses droits à la retraite. M. Zibo Garba, ingénieur des travaux publics, matricule 53 836, est nommé directeur des marchés publics et des délégations des services publics poste vacant. Au titre du ministère des Finances, M. Boubacar Jibo, inspecteur principal du Trésor, matricule 53 470, précédemment inspecteur des finances à la Direction générale de l'inspection des finances, est nommé directeur général de l'inspection des finances en remplacement de Mme Hamissou Mariama, appelée à d'autres fonctions. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Abara Agada, gestionnaire de projet, est nommé conseiller technique du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. M. Abarchi Magalma, titulaire d'un DES en économie de développement, est nommé conseiller technique du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, relative au marché d'acquisition par le programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest, PPAO, de 2 lyophilisateurs pour le laboratoire central de l'élevage Labocel. Une communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement relative à un marché pour la réalisation de 22 forages dans la région de Zender. Une communication du ministre de la Santé publique relative à un marché de transformation de certaines cases de santé en centres de santé intégrés CSI. Ces 3 premières communications sont faites à titre d'information en application des dispositions de l'arrêté numéro 143/CAB/PM/ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé relative à la reconstitution de la réserve alimentaire stratégique. Au terme de cette communication, le Conseil des ministres a décidé de recourir à la procédure d'offre publique d'achat. En effet, cette formule d'achat permet de disposer de vivres dès son lancement car il s'adresse généralement aux acteurs disposant des stocks disponibles, minimisant ainsi le risque de délai dans les livraisons. Une communication du ministre des Transports sur l'état d'avancement du projet Port Sec de Dosso et son antenne de Niamey, dans le cadre d'une part de la mise en œuvre du programme sectoriel de transport, volet facilitation des transports et du transit, et d'autre part de sa politique de développement régional. Le gouvernement de la République du Niger a décidé du choix de la ville de Dosso, région de Dosso, pour l'implantation et l'exploitation du premier port sec du Niger. Le gouvernement a engagé la réalisation du projet de port sec à Dosso et son antenne de Niamey dans le cadre d'un partenariat public-privé. La société financière internationale SFI a été retenue en qualité de conseil principal pour l'assister dans la structuration du projet et la sélection d'un opérateur privé compétent. Les principaux objectifs du projet visent à faciliter le traitement des marchandises à l'importation et à l'exportation grâce à l'intégration d'un système de transport multimodal. Réduire les coûts et les délais de transit et de transport ainsi que les risques des opérateurs économiques nigériens, améliorer et accélérer les procédures tout en augmentant la sécurité des systèmes d'approvisionnement, accroître les recettes douanières et fiscales du fait du meilleur contrôle des couloirs de transit. Le projet est structuré sous la forme d'une concession globale de services publics en vertu de laquelle le concessionnaire choisi au terme d'une procédure d'appel d'offres internationale aura pour mission d'assurer la construction, la réhabilitation, l'aménagement, l'entretien, la gestion, l'exploitation et le développement du port sec de Dosso et son antenne de Niamey. Une communication du ministre de l'Énergie et du Pétrole sur la synthèse de l'étude de faisabilité du pipeline export présenté par CNPC Niger Petroleum. La synthèse de cette étude a fait ressortir 2 grandes options. La première, faire passer le trajet par le Tchad et le Cameroun avec
4 sous-options jusqu'au port de Kribi. La deuxième, traverser le territoire national et le Bénin jusqu'au port de Cotonou. Compte tenu des avantages de la première option, coût, respect du délai de démarrage, le Conseil des ministres a décidé que le pipeline passera par le Tchad et le Cameroun. Par ailleurs, le Conseil des ministres a décidé que la gestion de cette importante infrastructure sera confiée à une société créée à cet effet et dont le capital sera réparti entre les États du Niger, du Tchad, du Cameroun, de la République populaire de Chine et les privés ressortissants des 10 États. Une communication du ministre de l'Équipement relative à la préparation de la fête du 18 décembre 2014 à Dosso. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Toujours au palais de la présidence, notez cette cérémonie de présentation de vœux. En effet, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi les vœux du nouvel an des forces de défense et de sécurité. Occasion pour le chef de l'État, chef suprême des armées, de les rassurer par rapport aux mesures qui seront prises au cours de l'année 2014 pour améliorer davantage leurs conditions de vie et de travail. Il est de tradition en chaque début d'année que les délégations des forces de défense et de sécurité viennent présenter
les vœux de Nouvel An à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées. C'est dans ce cadre que nous nous trouvons cet après-midi ici au Palais de la Présidence pour présenter les vœux au Président de la République. Bien sûr, ces vœux que nous voulons pour tout le monde, nous avons souhaité pour le Niger et pour les populations du Niger la paix, la tranquillité, la sécurité et aussi la prospérité. Le Président de la République nous a rassuré que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour mettre les forces de défense et sécurité dans les meilleures conditions pour remplir leur mission. À présent, la rétrospective de l'année 2013. 3 faits majeurs ont marqué l'année 2013 au plan politique. Il s'agit notamment de la formation d'un gouvernement d'union nationale, le retrait du parti moderne F.A. Lumana de la mouvance présidentielle et le vote de la motion de confiance ayant engagé la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Des faits sur lesquels est revenu Ousmane El Hadji Ibrahim. L'une des raisons fondamentales qui militait en faveur d'un gouvernement d'union nationale au Niger était la situation sécuritaire qui a prévalu dans la zone sahélo-saharienne tout au long de l'année, particulièrement au Mali, où l'intervention militaire de la communauté internationale s'était avérée nécessaire pour stopper l'avancée de l'extrémisme religieux dans cette zone. L'engagement du président Issoufou Mahamadou à participer à la libération du Nord Mali occupé par les djihadistes l'avait amené à solliciter l'adhésion du peuple nigérien à travers l'Assemblée nationale qui l'a autorisé à envoyer dans ce pays des militaires nigériens pour libérer les territoires occupés. L'unanimité du peuple nigérien autour de cette question et les succès remportés par nos soldats sur le terrain ont démontré à quel point la question sécuritaire était l'affaire de tous. C'était dans un esprit proactif que toute la classe politique, majorité comme opposition, s'est accordée ainsi sur la nécessité de préserver l'intégrité nationale et de protéger le pays de toute agression extérieure. Ce faisant, cette classe politique a créé un immense espoir, celui de voir tous les fils du Niger se retrouver autour d'un objectif tout aussi noble, à savoir la création d'une stabilité politique durable pour développer le pays. Un espoir longtemps caressé par le président de la République Issoufou Mahamadou, qui a trouvé en ce contexte le moment favorable pour la formation d'un gouvernement d'union nationale de large ouverture. C'est ce gouvernement-là qui, depuis son installation en août 2013, s'attelle à la mise en œuvre du programme de renaissance pour le Niger. Cependant, il faut le dire, la formation de ce gouvernement de large ouverture a provoqué le départ du modem F.A. Lumana Africa de la majorité au pouvoir, créant ainsi une nouvelle configuration de la classe politique nigérienne. Au vu de cette nouvelle situation politique, le gouvernement d'union nationale pouvait-il jouir d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour exécuter son programme en toute légitimité? À l'époque, bon nombre de Nigériens se sont posé cette question et le gouvernement aussi. Une question dont la réponse s'est trouvée du côté de la représentation nationale. C'était donc pour avoir une réponse que le gouvernement avait décidé à l'issue du Conseil des ministres du 25 octobre 2013 d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale pour le vote d'une motion de confiance relative à la poursuite de l'exécution du programme de développement économique et social PDS 2012-2015. Pour 70 voix. Nombre de voix contre 43. Nombre de voix d'abstention 0. Le programme engageant la responsabilité du gouvernement ayant recueilli 70 voix et le programme est approuvé. Le vote a eu lieu le 9 novembre 2013 après un débat houleux et riche en suspense sur la mise en œuvre du programme en question. Les députés ont fini par l'adopter à l'issue d'un vote qui a donné 70 voix pour et 43 voix contre. Un résultat qui en dit long sur le capital de crédit dont jouit l'actuel gouvernement de la 7e République. Oui, c'était là le rappel des faits politiques ayant marqué l'année 2013.
Fin hier de la mission de travail du ministre de la Santé publique dans les formations sanitaires de la région d'Agadez, Manu Agali, a bouclé par le département d'Arlit sa tournée de 8 jours dans la région. Synthèse de toutes ces visites avec H. Mohamed et Nassir Nagakali. À l'étape de Tamazalak, la mission des ministres de la Santé publique a relevé avec satisfaction la fonctionnalité du CSI de cette localité, qui, en dépit de l'enclavement, enregistre un taux d'accouchement assisté très important. La mairie de Chirozérine, dont dépend Tamazalak, a investi au courant 2013 4 millions dans la construction du mur de clôture, des latrines et le logement de l'infirmier. Le maire de Chirozérine, Youssouf Mkha, trouvé dans cette localité avec la population, a été félicité par le ministre de la Santé publique pour cette action et tant d'autres appuis du conseil municipal de Chirozérine visant à améliorer la couverture sanitaire de communautés de cette collectivité. Les habitants de la vallée de Tamazalak ont saisi cette opportunité pour saluer l'engagement personnel du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, dans l'œuvre de réconciliation des clans opposés, ce qui a permis la récupération des armes en circulation et le retour de la quiétude sociale. Tout en transmettant aux populations de Tamazalak les salutations et l'appui du président de la République, chef de l'État, Alaji Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre Birji Rafeni, le ministre de la Santé publique a exhorté les populations de promouvoir la culture de la paix, sans laquelle aucune action de développement n'est possible. Au chapitre des doléances présentées à la mission, la mise en valeur de la vallée fertile de Tamazalak, à travers des actions anti-érosives notamment. Deuxième doléance, la destruction du chacal qui fait des ravages en tuant les petits ruminants dans la zone et dans tous les massifs de l'Aïr. Après Tamazalak, la mission a fait Cap Seremleki, plus au nord, un village cosmopolite rendu célèbre par l'extraction artisanale de l'étain. El-Meki a été abandonné à un moment donné par ses habitants en raison de l'insécurité. El-Meki a retrouvé le plaisir de vivre en paix. Il dispose d'un CSI récemment réhabilité par le CICR. En visitant ce CSI, le ministre Manouagale et sa délégation ont été impressionnés par la propriété des locaux et la maîtrise des données par le chef CSI, ce qui lui a valu d'ailleurs les félicitations du ministre de la Santé publique. À Odarastal, à Tabelo, tout comme à Timia, le ministre de la Santé publique, entre autres sujets développés avec les populations, évoquait un phénomène tout à fait nouveau dans l'Aïr, la consommation de stupéfiants par des jeunes, plus précisément les tramwals. Des capsules importées dans un pays voisin par un réseau de revendeurs détaillants ambulants. Au vu du nombre très élevé de victimes de ce produit dans la zone, le ministre de la Santé publique a instruit les autorités municipales et administratives et les FDS d'interdire sa vente à tous les niveaux. La délégation ministérielle est arrivée tard dans la nuit à Barakan, après un marathon difficile de chapeliers des montagnes. Un accueil de grands jours l'attendait dans cette localité. Dans la matinée, le ministre de la Santé publique, Manouagale, a visité les CSI qui bénéficient de l'appui de la communauté et de la mairie. L'ONG HD Tamat a décidé dans le même ordre de financer la construction de la maternité. Le secrétaire général du ministre de la Santé publique qui l'accompagne a présidé la cérémonie de son implantation et remercié par la même occasion les partenaires pour cette action en appui au programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Coopération, le département d'art et d'archéologie de l'Institut de recherche en sciences humaines, IRCH, vient d'être doté d'un bâtiment de réserve. L'infrastructure financée à hauteur de 100 millions de francs CFA par le gouvernement d'Espagne à travers l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement a été réceptionnée ce vendredi par les responsables de l'Institut en présence de l'ambassadeur d'Espagne au Niger, Issoufou Suleiman Senismaila Ibrahim. Le processus de délocalisation de l'Institut de recherche en sciences humaines sur le domaine de l'Université Abdou Moumouni prend forme avec ce tout premier bâtiment flambant neuf tenant lieu de réserve pour le département d'art et d'archéologie, financé par la coopération espagnole qui place désormais le domaine de la culture comme prioritaire. Dans le but de favoriser l'atteinte de cet objectif, deux premières subventions d'État ont été octroyées en 2008 et en 2009 au bénéfice du ministère de la Culture et du Musée national Boubou Hama respectivement.
Ensuite, c'est l'IRCH qui a milité la contribution espagnole avec 2 nouvelles subventions. La première, d'un montant de plus de 39 millions de francs CFA pour aider à faire l'inventaire et la sauvegarde des collections d'archéologie et paléontologie dans une réserve provisoire située dans l'ancien siège de l'IRCH. Et la deuxième, d'un montant de plus de 98 millions de francs CFA pour la construction de cette réserve définitive dans l'espace destiné à l'IRCH à l'intérieur du campus universitaire. Toutes choses dont se réjouit aujourd'hui le directeur de l'IRCH. Le but de mon intervention n'est point de prononcer un discours long, mais d'exprimer tout simplement, au nom du personnel de l'IRCH, notre joie et notre reconnaissance à l'endroit de la coopération espagnole qui a bien voulu, encore une fois, financer ce joyau qui marque incontestablement un grand pas dans le processus de délocalisation de notre institut sur le domaine universitaire de la rive droite et d'offrir ainsi un service de proximité aux membres de la communauté universitaire. L'année 2014 démarre donc bien pour nous et je ne saurais finir sans vous présenter, au nom du personnel de l'IRCH, mes meilleurs vœux à tous pour cette année 2014. Les réalisations de l'AECID en faveur de l'université Abdou Moumouni font légende depuis 2009, a rappelé le recteur. Aujourd'hui, ce sont des locaux flambant neufs d'un coût de près de 100 millions de francs CFA que le Royaume d'Espagne, à travers l'AECID, remet officiellement à l'université Abdou Moumouni. Ces locaux comprennent le bâtiment prévu pour abriter les fonds d'archéologie de l'Institut de recherche en sciences humaines ainsi que des bureaux. En cette auguste circonstance, je voudrais une fois encore remercier au nom de toute la communauté universitaire et au mien propre la coopération espagnole dont les actions sanitaires au service de l'enseignement supérieur et de la recherche sont désormais inscrites en lettres d'or dans les annales de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et le recteur de l'université Abdou Moumouni d'assurer l'ambassadrice du Royaume d'Espagne au Niger que tout sera mis en œuvre pour un usage judicieux et un entretien optimal de ce joyau. L'école Soudouré sera bientôt électrifiée et ce grâce aux efforts conjugués de la Confédération nigérienne du travail CNT et l'ACV de Belgique. C'est en effet un chèque de plus de 2 millions de francs CFA qui vient d'être remis aux responsables de l'établissement pour la réalisation des travaux. Mamadou Adamou, Ismaël Doda. Après le don hier d'un appareil d'échographie au Centre national de la santé et de la reproduction d'une valeur de 25 millions de francs CFA, aujourd'hui c'est au CEG de Soudouré de bénéficier des actions de la Confédération nigérienne du travail et de son partenaire belge la CVOS. Un chèque de près de 2 400 000 francs CFA est remis aux bénéficiaires pour l'électrification de cette école, créée depuis le 1er octobre 2002 et dont les doléances sont loin d'être résolues, a indiqué le directeur de cette école. Il faut ainsi rappeler que c'est en 2012 que cette école a été ciblée par la délégation de l'ACV en mission d'expérience dans notre pays. Et une des visites, c'est ici à l'école de Soudouré. Et après la visite, un des élèves nous a fait une demande parce qu'il dit, vous avez vu, nous n'avons pas d'électricité et de temps en temps, on manque ça vraiment. Il a demandé si c'est possible pour nous et la CNT pour faire un effort. Et on a dit, on va voir si c'est possible. Après notre retour, nous avons discuté avec nos militants et militantes et on a décidé d'organiser quelques activités, de festivités pour ramener, pour rassembler de l'argent. On a aussi cherché de l'argent chez les partenaires en Belgique. Et je suis très content que, grâce à nos militants et militantes, et une d'elles est ici, c'est Hilde, il était aussi ici chez nous en novembre 2012. Grâce à leur effort, nous avons eu l'occasion de, par M. Sako, donner en notre nom un chèque pour l'électrification de l'école de Soudouré. La CNT et l'ACV, par cette action, participent au développement de notre pays. C'est ainsi qu'elles continueront à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des élèves avec d'autres projets. Le directeur de l'école vient de brosser la situation dans laquelle les élèves sont. Manque de table-banc, classe paillotte, tout. Nous pouvons dire
qu'aujourd'hui, nous prenons également l'engagement que d'ici quelque temps, nous ferons quelque chose allant dans le sens de l'amélioration des conditions d'études des élèves de Soudouré, Bangoula, Tondikware, Tondibia. Le directeur de ce collège d'enseignement général, le chef du village, la présidente du Conseil national de transition de Guinée, tout comme le représentant du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, représentant aussi la ministre des Enseignements secondaires, se sont succédés pour féliciter la CNT et son partenaire. Très sincèrement, je vais donc au nom des deux ministres qui sont empêchés, que j'ai cité, à savoir la ministre des enseignements secondaires et le ministre de l'Emploi, vous remercier très sincèrement pour cette œuvre utile. Chose promise, chose due, le CEG de Soudouré verra donc désormais ses classes électrifiées, en attendant très prochainement sa clôture et le remplacement de ces 9 classes paillettes sur les 13 en matériaux définitifs par qui de droit. Installation officielle hier après-midi au ministère de l'Emploi du comité consultatif de sécurité et santé en milieu de travail. Ce comité est composé des représentants des travailleurs, des employeurs et de l'administration nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable. Hafsatou Mamadou, à côté Boglas. Organisée par le ministère chargé de l'emploi, cette cérémonie consacre l'installation officielle du comité technique consultatif de sécurité et santé au travail. Véritable organe consultatif, ce comité a pour mission spécifique d'étudier les questions relatives à l'hygiène, la sécurité et la santé des travailleurs. Cela a pour but d'améliorer significativement les conditions de vie des travailleurs. Ce comité ainsi présenté est composé des représentants des travailleurs, des employeurs et de l'administration. Mesdames et messieurs, au regard des matières relevantes du domaine de compétences de votre comité, il apparaît que vous êtes investis d'une noble et exaltante mission que vous devez accomplir avec un sens élevé de responsabilité. D'ores et déjà, des dossiers aussi importants comme celui relatif à la révision de la liste des maladies professionnelles attendent d'être soumis à l'examen de votre organe. D'autres en cours de préparation, tels que ceux relatifs à la réforme de notre système de sécurité et de santé au travail, à savoir la définition d'une politique nationale de sécurité et de santé au travail, l'élaboration d'un code de sécurité et de santé au travail, la création d'un conseil national de sécurité et de santé au travail, ainsi que d'un institut national de sécurité et de santé au travail, seront soumis à votre instance pour avis dès que possible. Par votre action, vous contribuerez assurément à garantir de meilleures conditions de vie aux vaillants travailleurs de notre pays et assurer par là même une plus grande productivité de notre économie. Vous comprendriez dès lors tout l'intérêt que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alain Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, accorde à votre comité et à la manière dont il accomplira sa mission. Ce comité représente un cadre spécialisé pour toute question relative à la sécurité et à la santé au travail, institué par la loi du 25 septembre 2012 portant code de travail en son article 261. Retenez que les membres de ce comité sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable. Ouverture ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey des 6e journées techniques vétérinaires placées sous le thème « Les outils de bonne pratique vétérinaire de lutte contre les principales maladies infectieuses endémiques émergentes et zoonotiques au Niger ». C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Élevage qui a présidé l'ouverture de la rencontre. Issa Kissa, Salamatou Maman Rabiou. Ces 6e journées techniques vétérinaires organisées par l'Ordre national des vétérinaires du Niger à travers ses partenaires consistent à mener des réflexions sur des thématiques relatives à la santé animale, à la profession vétérinaire et à la santé publique vétérinaire. Il s'agit ni plus ni moins que de pousser les réflexions afin d'identifier et de planifier la production d'outils et manuels en matière de bonnes pratiques vétérinaire. Le rapprochement entre médecine humaine et médecine vétérinaire commence déjà à s'organiser au niveau mondial. Des propositions sont à l'étude
pour organiser une année préparatoire commune aux études médicales et vétérinaires en vue de préparer les esprits à un rapprochement entre les différents acteurs de la santé publique. Le directeur de cabinet représentant le ministre de l'Élevage a encouragé l'Ordre national des vétérinaires du Niger pour l'initiative de l'organisation de ces assises tout en soulignant l'importance du thème. Je voudrais aussi me réjouir du choix très pertinent du thème pour cette 6e journée, à savoir les outils de bonnes pratiques vétérinaires de lutte contre les maladies infectieuses, PPCB, PPR, Newcastle, fièvre aphteuse, rage, tuberculose et brucellose au Niger. Car il cadre parfaitement avec la volonté des autorités de la 7e République d'éradiquer certaines de ces maladies et de réduire au minimum les effets de celles qui sont difficiles à éradiquer. Ces réflexions et les états auxquels vous parviendrez à l'issue de vos travaux sont fortement attendus par les ministères et je peux d'ores et déjà vous assurer qu'aucun effort ne sera ménagé pour mettre en application des recommandations pertinentes qui sanctionneront vos réflexions. Au cours de ces journées qui dureront 2 jours, une conférence sera animée sur le thème « Un monde, une seule santé » par un expert international. Il s'agira à travers cette conférence de renforcer les partenariats entre les domaines de la santé humaine, de la santé animale et de la santé des écosystèmes. Ouverture hier à Tillabéri des travaux d'un atelier d'information et d'identification du plan d'action 2014 du plan de développement du programme Kandaji. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie. Badas Lamatou Amadou Ibrahim. Il s'est agi à travers cette rencontre qui a regroupé autour du secrétaire général adjoint de la région, le président du conseil régional de Tillabéri, les élus locaux, conseillers régionaux, cadres centraux du Haut Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger et du PAC 3, cadres techniques régionaux et départementaux, d'échanger entre acteurs sur les activités de la sous-composante développement local du programme Kandaji. Le présent atelier constitue le premier pas de lancement réellement des activités au niveau des communes et qui consacrera l'information d'abord des acteurs qui sont les communes elles-mêmes, mais également l'identification du premier plan d'action d'activité pour l'année 2014. Donc c'est un premier pas, c'est tout ensemble. Comme vous le savez, le programme Kandaji, c'est au-delà de la construction du barrage, c'est au-delà également de la centrale ou de son transfert, mais c'est toute la dynamique de développement à créer autour, notamment le pôle de croissance sur la base de l'irrigation et également du développement communautaire, ça veut dire avoir accès aux services sociaux et économiques de base aux communautés. Donc c'est tout cela qui constitue le programme Kandaji qui est autour. Donc cet atelier de constitue le premier, vraiment le lancement réellement opérationnel d'une des composantes qui est le développement. Intervenant en cette circonstance, le représentant du Haut Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger, Moussa Seyni, a rappelé les différentes actions qui ont été menées autour de la réalisation de ce barrage. Les financements mis en place et qui vont dans le sens d'un accompagnement pour la mise en œuvre des actions de développement local, communautaire et régional. Inoussa Dambaji, représentant PAC 3, s'est quant à lui réjoui du partenariat PAC 3 et programme Kandaji. C'est pourquoi il a invité les maires des différentes communes concernées à s'investir pleinement, à utiliser rationnellement les ressources qui leur seront allouées pour mener à bien leurs activités et atteindre l'objectif poursuivi. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général adjoint de la région s'est beaucoup attardé sur la réalisation du programme Kandaji qui constitue l'espoir de l'ensemble des populations du Niger. De par sa mission d'accompagner les communes à promouvoir leur propre développement économique et social à travers des appuis méthodologiques et matériels ainsi que de la promotion d'une gestion durable des terres, Arimani Mahmoud a invité les communes impliquées à saisir ce programme de développement local au moment où la situation économique des collectivités nouvellement installées semble éprouver quelques contraintes. Le secrétaire général adjoint de la région a enfin adressé ses sincères remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la région, en particulier la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial pour leur appui multiforme dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations.
Restons toujours à Tillabéri où la scolarisation de la jeune fille était au centre d'une journée de sensibilisation, journée organisée par les scouts de la région. Avec comme thème « Œuvrons ensemble avec les scouts pour la scolarisation de la jeune fille ». Il s'agit entre autres de faire un plaidoyer pour susciter l'implication de l'ensemble des acteurs dans le processus de mise en œuvre de la scolarisation de la jeune fille. Connaissant votre promptitude et courtoisie à recevoir et résoudre les doléances de la région, nous, filles scouts, venons une fois de plus auprès de vous lancer un cri de cœur pour nous appuyer à rehausser le taux de scolarisation de la jeune fille à Tillabéri. Malgré les efforts que ne cesse de déployer le gouvernement et les partenaires au développement, force est de constater que les maux qui minent cette avancée demeurent présents, à savoir le mariage précoce, l'ignorance des parents, le manque de familles d'accueil, la pauvreté, les travaux domestiques. Monsieur le gouverneur, sauf votre détermination ainsi que l'appui des partenaires techniques et financiers nous permettra une victoire sur les prédateurs qui freinent la scolarisation de la jeune fille. Monsieur le gouverneur, filles scouts de Tillabéri que nous sommes, ose espérer qu'à partir de ce jour, un nouvel élan sera pris pour améliorer ce taux qui est de 65% à 5% à l'horizon 2015, afin qu'il ait un nombre important de jeunes filles au collège, au lycée et finir un cycle universitaire. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le gouverneur de la région de Tillabéri a salué la présence massive des jeunes filles, ce qui dénote leur prise de conscience et leur engagement. Assimou Djabir a exprimé ses sincères remerciements aux scouts pour toutes ces actions, mais aussi pour cette heureuse initiative qui cadre parfaitement avec les idéaux des plus hautes autorités de la 7e République. Il a rappelé la place qu'occupe la jeunesse au sein du programme de la Renaissance et les importants efforts déployés par l'État et ses partenaires en vue d'assurer une éducation de qualité et l'épanouissement de la jeunesse au Niger. Assimou Djabri leur a réaffirmé son engagement à soutenir toute action de développement qu'ils auront à entreprendre dans la région de Tillabéri en recevant le mémorandum. Mais auparavant, le maire de la commune urbaine de Tillabéri a, dans son mot de bienvenue, exprimé toute sa satisfaction aux jeunes scouts d'avoir choisi sa commune pour abriter cette cérémonie avant de leur souhaiter bon courage dans leur action de développement. À Maradi, l'on parle santé. En effet, le comité régional de gestion des épidémies s'est réuni ce matin en urgence pour faire le point de la situation épidémiologique du choléra dans la région de Maradi. 9 cas ont été relevés avec un décès entre le 24 décembre dernier et le 3 janvier 2014. 9 cas de choléra déclarés en une dizaine de jours avec un décès. Il y a de quoi inquiéter le comité régional de gestion des épidémies. Surtout quand on sait que le choléra est une maladie très contagieuse qui se manifeste par des diarrhées et des vomissements graves pouvant entraîner la mort très rapidement. Sa contagion peut être directe ou indirecte par les selles, les vomissures, les objets souillés, les aliments contaminés, dont surtout l'eau. Le directeur régional de la santé publique explique et lance un appel à l'endroit de la population de Maradi pour se préserver. Nous avons notifié des cas de gastro-entérite. Malheureusement, ces gastro-entérites investigués ont montré qu'il s'agit bel et bien du choléra. Donc c'est pour ça que, après avoir notifié 9 cas, 5 cas au niveau du district sanitaire de Madaroufa, 2 cas au niveau de la ville de Maradi et 2 cas au niveau du district sanitaire d'Agué, nous avons jugé utile de convoquer le comité de gestion des épidémies de la région pour leur restituer, pour leur expliquer ce que nous avons déjà fait et ce qui reste à faire. En tout cas pour l'année 2014, nous avons aussi notifié déjà 2 cas, ce qui amène le nombre de cas à 9.
avec malheureusement un décès. Donc c'est l'objectif de la réunion. Nous, en tant que techniciens, on rend compte au comité de gestion des épidémies de la région. Le président du comité, en l'occurrence le gouverneur de la région, El Hadj Amadou Babali, a remercié les membres du comité pour leur promptitude et les partenaires qui ont apporté et qui continuent à le faire leur concours dans le cadre de la lutte contre cette grave affection. Il a dit toute la nécessité de partager les informations et de vulgariser les mesures conservatoires. Il a été aussi demandé de réactualiser le comité et prendre toutes les actions nécessaires en collaboration avec les différents partenaires afin de juguler le mal. C'était en présence du vice-président du conseil régional de Maradi, du chef de file des partenaires techniques et financiers et d'une équipe nationale d'intervention d'urgence venue pour la circonstance faire une investigation approfondie afin de comprendre les liens épidémiologiques d'apparition de la maladie et aussi apporter un appui pour l'organisation de la réponse à cette épidémie. La salle de réunion du gouvernorat d'Ottawa a servi de cadre ce matin à la rencontre de mise en place des chambres de métiers de l'artisanat du Niger. C'est le secrétaire général de la région, Yahya Tankari, qui a présidé l'ouverture des travaux. Fatimata Gabidine, Yazirabu. Cette cérémonie entre dans le cadre de la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, CMANI. Prenant la parole, les intervenants ont tour à tour expliqué aux participants l'intérêt de la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger. Le secteur de l'artisanat au Niger est composé de 206 métiers regroupés en 46 corps de métiers qui eux aussi sont regroupés en 16 branches dans lesquelles 16 consulaires régionaux vont être votés. M. Abdou Harouna Baba, directeur régional du tourisme et de l'artisanat d'Ottawa, nous donne plus de détails. Cette mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger est une recommandation de l'UEMOA qui exige au niveau de chaque État membre qu'il mette en place donc, sa Chambre des métiers de l'artisanat. Parmi les 8 pays membres de l'UEMOA, il n'y a que le Niger et la Guinée-Bissau qui n'ont pas encore mis en place leur Chambre des métiers. Donc, alhamdulillah, les autorités de la 7e République ont remédié donc à cela. Donc nous sommes dans le processus maintenant. Pour ce qui concerne la région d'Ottawa, à chaque étape, nous avons demandé à ce que les délégués qui seront choisis par branche le seront de façon consensuelle. La Chambre des métiers de l'artisanat est composée donc de consulaires qui seront appelés donc les consulaires régionaux. Dans tout le département, de façon consensuelle, nous avons eu les délégués des départements qui ont été attestés par les préfets. Donc nous avons la liste ici avec nous que nous allons transmettre prochainement donc à Niamey. Toujours dans le cadre donc de ce processus, ces délégués-là seront appelés dans une date ultérieure, donc ici à Ottawa, pour la mise en place de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat d'Ottawa. Au cours de cette mise en place, ce sont des élections donc, qui seront organisées par branche d'activité pour qu'on ait au niveau de chaque branche un consulaire régional. Donc, après ces 16 consulaires-là, nous allons élire un bureau régional qui sera composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Et après cela, en plus de ces 4 consulaires qui sont déjà d'office membres du bureau, nous allons ajouter 2 autres consulaires qui seront au total 6 pour aller à Niamey pour la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger. Le gouverneur de la région de Difa a reçu hier l'équipe des athlètes ayant représenté la région à la dernière compétition nationale d'athlétisme à Niamey. Le compte rendu de Abdrahmana Boukari, Abdrahmana Maassou. La région de Difa qui a été également représentée par une équipe composée de 6 athlètes dont 3 filles à ce grand rendez-vous sportif d'envergure nationale dénommé Cross 10 kg Areva Niger tenu à Niamey le 29 décembre dernier a encore su s'affirmer face à des équipes adverses en remportant respectivement la 4e, 5e et 9e place en classement individuel et la 2e place cette fois-ci par équipe, ce qui du reste lui a valu une coupe et un lot de prix. La cérémonie de présentation de cette moisson aux autorités régionales
intervenu lundi dernier au niveau du cabinet du gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, s'est déroulé en présence des autorités administratives et communales, des responsables régionaux en charge du sport, des membres de la Ligue régionale d'athlétisme avec à leur tête le président d'honneur, le capitaine-major Al-Mustafa Ousmane, ainsi que des athlètes eux-mêmes. L'occasion donc pour le président d'honneur, peu après les mots introductifs du chef service régional du sport, M. Haïdo Hama, de procéder avec joie à la remise officielle de cette moisson au gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, qui en retour à sur place salué cette participation prompte et efficace de la région de Difa à ce grand rendez-vous d'envergure nationale. Je tiens à remercier, à féliciter et à encourager ces athlètes pour leur prouesse au nom des populations de la région de Difa. Yakubu Soumana Gao a également rassuré ses athlètes ainsi que leurs encadreurs de l'entière détermination et disponibilité constante des autorités régionales à les accompagner dans toutes choses visant le renommement et la promotion de cette discipline au niveau régional. Aussi de les inviter à s'atteler déjà à la préparation des futures compétitions, notamment le semi-marathon international qui interviendra très prochainement. C'est justement dans ce sens que le président d'honneur de la Ligue régionale d'athlétisme, le capitaine Al-Mustafa Ousmane, qui d'ailleurs n'est pas à son début pour soutenir ce sport, a sur place annoncé sa modeste contribution pour permettre à ces vaillants athlètes de mieux se préparer, ce qui du reste lui a valu tous les encouragements et les félicitations du gouverneur de la région. Et pour refermer cette édition, retenez que la section UDR Tabat de la commune rurale de Saï-Saboua dans la région de Maradi a organisé hier un meeting de soutien au président de la République pour les multiples actions menées par son gouvernement au profit des populations. La section apporte également son soutien au gouvernement de large ouverture formé en août dernier. Kassoum Moutari. Nous, militantes et militants de la section UDR Tabat de Saï-Saboua, faisons la déclaration dont la teneur suit. Vu les actions multiples et multiformes engagées par le président de la République, chef d'État, son Excellence Alhaji Mohamed Issoufou, pour faire du Niger un pays émergent. Vu le soutien massif et hautement responsable par les députés nationaux le 9 novembre 2013 lors de la vote de la motion de confiance. Vu l'importante contribution apportée par notre parti UDR Tabat dans le gouvernement, les idées de la Renaissance à travers les résultats produits par les actions menées par son Excellence Amadou Boubacar Sissé, ministre d'État chargé du plan président de notre parti. Soutenant la bravoure et le nationalisme du président de la République, Alhaji Mohamed Issoufou, chef de l'État qui se traduisent éloquemment dans sa volonté à réunir le peuple nigérien pour la marche vers le progrès et le développement. Félicitons les députés nationaux qui ont agi dans l'intérêt du Niger en bravant le mandat impératif pour soutenir le PDS. Soutenons et encourageons le président de notre parti, son Excellence Amadou Boubacar Sissé, dans sa manière de servir le pays. Félicitons tous les nouveaux militants qui viennent adhérer massivement à notre parti. Vive le Niger, vive UDR Tabat, vive la MRN. Voilà, messieurs, mesdames, qui met fin à cette édition. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi.